Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, la livraison vous est offerte avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maï Hua. Maï, tu es color designer et auteur du blog maïhua.fr. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, qui est un journal émotionnel. Ouais. Et tu es la maman de Tam, 12 ans, et de Léo, 10 ans. C'est ça. Et nous allons parler de maternité. Tout à fait. Pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, je voulais parler avec toi de comment tu as appréhendé ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ou est-ce que ça s'est fait comme ça? Voilà. Non, j'avais très envie d'être maman. Tam est arrivée tout de suite. Non, j'avais très envie d'être maman. Donc ça s'est fait facilement. Pour moi, en fait, c'était assez étrange parce que c'était quelque chose que je désirais profondément et c'est en même temps quelque chose que je craignais de manière très inconsciente mais très forte. On va en parler. Ouais. Pour rester sur ce sujet-là, comment se sont déroulées tes grossesses? J'imagine qu'elles ont été différentes. Ouais, très différentes. Alors, Tam, c'était la grossesse solaire, donc j'ai été heureuse, je me trouvais belle, il y avait jamais aucun problème, à part de éventuellement lui laisser un peu plus de place. Je me rappelle, je crois que c'était au 8e mois, ou sur une échographie, je me rappelle plus très bien. Elle avait grossi, mais mon utérus avait pas grossi. Et la gynéco m'avait dit, il est temps de lui faire de la place. Et je me rappelle, j'avais vu tout le matériel tu vois, les lits, la petite baignoire, tout qui arrivait et toute cette projection de, mais en fait, là, il y a quelque chose de parfait, elle est dans mon ventre, elle est en moi, c'est ouf. Et en fait, ça va pas durer. Il va falloir, elle va prendre une place physiquement en dehors de moi, avec des objets, avec une chambre, avec un lit, et j'avais pas du tout envie effectivement. Et quand la gynéco m'a dit ça, je fais ouais, effectivement, il va falloir que je travaille à lui laisser de la place. Et pour Léo? Et pour Léo, ça a été une grossesse très difficile, qui faisait suite à 2 fausses couches. Donc j'ai eu une première fausse couche en retour de couche. En fait, c'est marrant parce que tu vois, j'utilise des mots qui sont très loin, parce que Tam a 12 ans, donc en fait c'est une expérience qui date de 12 ans, quoi. Oui. Et même les mots, je suis même pas sûre que ce soit les bons mots, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'était un retour de couche et je suis tombée enceinte tout de suite. Et en fait, je me rappelle mon mari à l'époque m'avait dit Maë, tu es d'une humeur exécrable, je pense que tu es enceinte. Et effectivement, on a fait le test et j'étais enceinte et en fait la fausse couche s'est déclarée le lendemain quasiment. Donc voilà. Et puis après, faut remettre tout ça en marche. Et en fait, 6 mois plus tard, je retombe enceinte. Et pareil, cette fois-ci, c'était un œuf clair. Et cette fois-ci, c'était vachement plus dur parce qu'on l'avait annoncé à Tam, on s'était beaucoup plus projeté dans l'accueil d'un enfant qu'on désirait aussi. Et du coup, quand je suis retombée enceinte 4 mois plus tard, il y avait quelque chose d'une angoisse très profonde que ça marche pas. Et du coup, un truc de de toute façon, je l'appelle mon petit canard, je te laisse les clés, quoi. Tu vas le faire et ça va se faire comme tu vas le désirer. Et moi, je suis angoissée, mais tu vas faire ton chemin, quoi. Et après, en fait, j'ai eu beaucoup plus mon corps était beaucoup plus mis à l'épreuve, donc j'avais un mal
de chien à marcher à la fin, j'étais malade, ça appuyait sur le périnée, donc et puis en fait, juste après l'accouchement, qui s'est très bien passé, j'ai cette petite lune là qui est sortie, c'était totalement dingue. Et en fait, il est tombé malade, il a une bronchiolite très très vite, il devait avoir 2 mois. Et puis en fait, il rechutait. Et du coup, on avait une sorte d'accueil de cet enfant qui était hyper médicalisé, qui était vachement dur parce que ces massages pour les bronchiolites, c'est affreux, c'est vraiment affreux. On l'a sauvé à l'homéopathie, donc c'était totalement fou. Ouais. Mais voilà, il y a eu ce rapport avec Léo qui était vachement plus dans le médical et dans une forme de détachement parce que il fallait pas que j'y croie trop, quoi. Et je me rappelle, à chaque échographie, je me disais il est pas mort. Donc quand même, tu vois, c'était énorme de dire un truc pareil. Ouais. C'était juste énorme, l'angoisse de fond qui était là. Donc voilà. Mais en même temps, par exemple, c'est un enfant qui jouait vachement dans mon ventre. Donc on avait vachement d'interactions. Il jouait, il testait. C'est sûr, il avait un toucher hyper spécial. Donc ouais, il testait l'élasticité de ma peau. Il allait à un endroit puis à un autre. Il était déjà vachement vivant, quoi. Ouais, tu montrais qu'il était bien là, quoi. Ouais, il était super là. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, alors, suite à tes grossesses, ou peut-être pas d'ailleurs, je sais pas comment c'est passé, quand est-ce que tu t'es sentie devenir mère la première fois? Quand est-ce que t'as ressenti ça? Moi, je me demande si ça arrive pas avant, en fait. Nous, on avait fait des cours d'autonomie, donc on avait un contact avec Tam, donc notre premier enfant, qui était très très tôt. D'une certaine manière, c'est comme si elle était là avant, tu vois. Donc je sais pas à quel moment tu te sens mère. Je me demande si c'est pas dans le désir d'avoir un enfant, tu vois. Ce qui d'ailleurs, je pense, est dur quand justement l'enfant n'arrive pas, parce qu'en fait t'es déjà mère et qu'il y a un truc qui correspond pas entre. Donc il y a certainement quelque chose dans le désir et puis après il y a quelque chose dans le corps et puis après voilà t'as ton enfant. Et je me rappelle par exemple la première fois que j'ai quitté Tam, je pense qu'elle avait 2 semaines et j'étais allée faire une course. Et en fait, je me rappelle de cette sensation, je descends, je traverse la rue, et là, je me rends compte qu'elle est plus avec moi, quoi. Je l'ai plus dans les bras, et je me sens, mais vide, et totalement pas du tout à ma place. Je suis même pas allée faire la course, quoi. Je suis rentrée à la maison pour la retrouver. Donc, tu vois, c'est des... Ouais. Donc en fait c'est très intense. Ouais, très intense. Ouais. C'est en fait finalement ce sentiment d'avant, tu me dis que tu l'as déjà ressenti in utero et ça s'est confirmé après. Ouais. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant parce que parfois in utero ça peut ne pas être très concret alors que toi tu l'as déjà ressenti. Alors en fait il y avait plusieurs choses, il y avait des choses qui étaient pas du tout concrètes et puis il y avait des choses, par exemple, tu vois, dès que j'avais une écho, j'avais toujours un rêve de maintenant que je peux la voir à l'écran, il y avait toujours des rêves de choses plus concrètes, tu vois, je me rappelle, j'avais fait un rêve où je pouvais ouvrir mon ventre et sortir l'enfant parce que il y avait quelque chose qui devenait très très concret de pouvoir la voir. Alors tu la vois pas vraiment, ce sont des reconstitutions, mais tu vois, mais même quand je vois des images d'enfants en 3D et tout ça avec toutes les nouvelles technologies et tout, je suis pas sûre que ce soit exactement ce qu'il fallait faire. Enfin, je comprends que c'est un intérêt médical, etc. Mais c'était plus le fait de la sentir, de la sentir vivre en moi, tu vois. Ça, c'est quand même pas descriptible. Ouais, c'est quand même fou. Comment sont passés tes premiers mois de maman, en fait? Eh ben alors, je t'ai un peu raconté pour Léo, donc c'était assez dur. C'était très très beau. C'est très lunaire en fait comme expérience parce que je pense qu'hormonalement tu débordes de tous les côtés, tu vois. Émotionnellement c'est un truc de malade. Mais Tam par exemple, donc Léo, il y a eu ce côté très médicalisé très très tôt et du coup des inquiétudes. Et oui, c'est ça que je voulais te dire, c'est que j'en ai déjà parlé, mais j'étais allée voir ma kiné pour la rééducation et je lui avais dit mais là il va falloir que vous m'aidiez parce que j'ai un parpaing dans le dos. Le dos est totalement, il y a plus d'articulation, en fait tout est comme du béton et du coup je peux pas me tourner, je peux pas me mettre dans mon lit, il faut que je tombe dans mon lit, donc et ça me fait hyper mal. Et en fait elle avait juste touché le bas du dos et puis elle m'avait dit mais je me permets parce que vous m'avez parlé des bronchiolites de Léo, mais est-ce que vous avez eu peur pour votre fils? Et là je suis oui. Je fonds en larmes et le parpaing disparaît instantanément. Donc tu vois, il y a toute cette intensité qui est
qui est ce qu'elle est en fait. Elle est juste là. J'imagine que pour mes mots c'est pas forcément facile, mais c'est comme ça. Et Tam, en fait, j'ai fait une dépression au bout de 2 mois et demi. Il y avait une sorte de paradis comme ça pendant 2 mois et demi. Un truc presque mystique, tu vois, de perfection aussi. Et puis en fait, il y a quelque chose qui est venu ébrécher cette idée de perfection. Et paf, là je me suis écroulée et j'ai chialé pendant à peu près 6 mois, 6 à 8 mois. Et c'était vachement dur parce que je voyais ce petit bébé qui avait rien demandé et moi qui chialais toute la journée, qui arrivait pas à me reconnecter à ce bonheur, tu vois, parce que c'est vraiment comme un flux, tu vois. C'est un flux d'énergie, c'est un flux d'amour. Et en fait, quand t'es connecté, c'est un truc de malade d'être connecté à ça. Mais quand t'es déconnecté, que tu sais qu'il est là, mais que t'arrives pas à reconnecter, c'est hyper douloureux. Donc du coup, il y avait de la culpabilité en plus. Et parfois, vraiment, je me souviens de trucs où je me noyais toute seule, tu vois. Où je me rappelle, par exemple, une fois, on devait accueillir du monde pour le déjeuner. J'avais pas préparé les trucs. Je voulais faire un câlin à ma fille, donc du coup, on avait fait un câlin peau sur peau, tu vois. C'est un truc génial de faire ça. Et puis du coup, on était peau sur peau, mais du coup, on était toutes nues. Donc du coup, fallait être sous la couette. Donc du coup, si on enlève la couette, elle va avoir froid, mais en même temps, les invités vont arriver et j'ai rien préparé. Et tout d'un coup, la boucle, et tu boucles comme ça, jusqu'à sombrer, et tu pleures, et t'arrives pas à appeler ton mec, parce que si tu l'appelles, parce qu'elle s'était endormie entre temps, du coup, tu vas la réveiller. Et tu te noies totalement, la fameuse noyade en verre d'eau. Du coup, je pense que c'est un truc qu'on raconte peut-être pas assez, parce que j'en parle avec des copines autour de moi, des nouvelles mamans qui disent mais pourquoi on nous dit pas en fait que c'est si dur. Et en fait c'est une merveille. Il y a rien moi j'ai rien connu de plus merveilleux que d'avoir ces 2 enfants, mais il y a rien de plus dur non plus. Et on n'est pas du tout préparé, et notre conjoint non plus est pas du tout préparé à cette intensité. Donc ça crée aussi des distances et des déconnexions aussi, parce que personne ne comprend, rien n'est logique et personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est bien de savoir que ça peut être hyper challengeant, quoi. Ouais, tout à fait. Et comment t'en es sortie, en fait? Ça s'est fait tout seul ou écoute, je pense qu'il y a un truc physiologique de à un moment donné, tes hormones, elles se remettent un petit peu plus en ordre, etc. Moi, j'ai commencé une thérapie parce qu'en fait, j'avais un gros dossier sur la maternité et sur ce que ça représentait pour moi et sur mon parcours de vie, et que il fallait que je m'y mette, quoi. Et je pense que l'arrivée d'un enfant, c'est ça te plonge dans un inconscient que t'avais bien mis sous le tapis et que tu peux plus mettre sous le tapis parce qu'il y a un enfant maintenant qui dépend de toi, et que c'est une responsabilité incroyable, et que il y a quelque chose qui peut être qui peut faire très peur dans cette responsabilité, tu vois. La première fois que tu donnes ton bain à ton môme, tu sais pas comment faire. Bon, tu vois, on a beaucoup ce souvenir-là. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je vais la casser. Et tout d'un coup, tu prends la mesure de la responsabilité. Et en fait, cette responsabilité, elle mute, mais elle est toujours là, en fait. Et à chaque étape, voilà, on en a discuté, les enfants sont un peu plus grands, parce qu'ils ont 10 et 12 ans, à chaque étape est hyper belle, mais il faut l'accompagner à chaque fois, et ce sont des défis personnels. J'aime pas vraiment le mot défi, en fait, parce que c'est pas un truc sportif, tu vois, mais ça te demande d'aller puiser, d'aller explorer plus avant, tout le temps plus, parce que si tu veux vraiment rester connecté à ce flux d'amour, et en fait ça demande beaucoup de travail. Enfin, me concernant, c'est très personnel ce que je dis. Ouais. Non, mais je pense que effectivement c'est valable pour plein de gens, en fait. Ça rebat quand même pas mal les cartes de ta personnalité, la maternité. Donc par exemple, si on a des auditrices qui vivent ce moment, voilà, de savoir qu'on en sort, qu'il y a des solutions. On en sort, on en sort. Et je pense que c'est le moment où on doit apprendre à demander de l'aide. Et on doit apprendre aussi, je pense, à être moins dans ses idées, en fait, dans ses idéaux. On a des idéaux de pureté, de perfection, de beauté. Et en fait, c'est autre chose qui se passe. Et c'est bien plus grand, et c'est bien plus beau. Mais ça demande de casser l'idée qu'on avait de ce qui allait se passer. C'est clair.
Un autre sujet, du coup, lié à ça, c'est quel est ton rapport à ton corps de maman? Ouais. Est-ce que la maternité a influé sur ton rapport à ton corps ou pas? Ouais. Bah déjà, merci. Enfin, tu vois, c'est fou, quoi. J'ai un corps qui a fait grandir mes 2 enfants, quoi. C'est totalement dingue. Et ça m'amuse toujours de me dire que ce qui va être, tu vois, une routine au niveau de l'espèce. Enfin, tu vois, naître, mourir, manger, c'est la routine de l'espèce, du vivant, etc. C'est ce qui représente les choses les plus belles et les plus grandes, les plus intenses dans ta vie à toi, au niveau individuel. Et donc il y a ça. Moi, j'ai adoré être dépossédée de ce corps, de pas être dans un contrôle, arrive ce qui arrive. Alors effectivement, je te disais, il y a des moments où t'arrives même plus à marcher tellement ça fait mal. Tu préférais t'en passer, mais en fait, en vérité, tout ça n'est pas grave, quoi. Ça, c'est vraiment pas grave. Et puis après, oui, il y a une sorte d'élasticité du corps, et puis tu repères tes kilos. Je crois que j'ai eu un passage où j'étais plus mince après. Puis après, en fait, faut le réhabiter, ce corps, parce que pendant longtemps, en fait, pendant plusieurs années, je pense même, t'as un corps qui est vraiment dédié à l'autre. Alors pas uniquement parce que tu allaites, ça aussi, c'est un truc de malade. Enfin, tu nourris ton enfant, quoi. Tu produis la nourriture qui va faire grandir ton enfant, c'est fou. Mais oui, se réapproprier son corps, c'est que tu en mets du temps me concernant, mais à te regarder, à te faire jolie, à trouver que ce soit même important, tu vois. Il y a toute une période où vraiment ça m'intéressait pas du tout. Pas du tout. Donc c'est cette reconnexion pour se le réapproprier qui est lente. Et du coup, si tu enchaînes les grossesses, parfois t'as pas pris ce temps. C'est pas une faute, c'est juste que ça se passe comme ça. Et parfois c'est bien, parfois ça l'est moins, quoi. Mais c'est comme ça. Ouais. Il y a un moment où ton corps il est plus qu'à toi, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Ça fait écho à ce que tu dis. Bah, tu vois, parfois, t'as l'impression d'être une lionne et tes mômes, ils jouent sur toi, comme sur le corps d'une lionne, tu vois. C'est des petits lionceaux qui chahutent, qui sautent, et tu fais partie du décor. Mais parce que toi-même, t'as pas réapproprié encore le fait que, t'en as envie ou t'en as pas envie, ça te fait mal ou ça te trouve ça sympa. Enfin, tu vois, t'as pas encore reconnecté avec ça, quoi. Ouais. Et une question un peu plus large, mais est-ce que la maternité a changé ton rapport à la vie de façon générale? Ah oui, bien sûr, ouais. Bah alors, déjà, je me rappelle plus trop comment c'était avant. Oui. Je me rappelle plus comment était la vie sans enfant. Ensuite, oui, ça change tout, mon rapport à la vie, ça change tout, en fait, d'avoir un enfant, parce que ça m'oblige à accueillir une altérité. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont tous différents. Et je pense que leur différence leur donne des missions différentes par rapport à toi. Moi, j'ai une fille avec laquelle ça a été très fusionnel, où il y a une sorte de naturalité dans nos échanges, dans nos rapports. Alors, c'était beaucoup plus dur pour moi au début, jusqu'à ces 3-4 ans. Et puis après, il y a quelque chose qui s'est diffusé, je sais pas comment dire. Mon gars, donc qui a 10 ans, Léo, c'est un enfant qui met énormément en danger. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que il le fait vraiment sans malice et avec tout son cœur, et il cherche pas à faire ça. Il cherche pas à mettre maman en danger, mais il me met en danger tout le temps. C'est-à-dire que toutes mes certitudes sont ruinées, tout ce que j'ai construit de mon identité, de mes fonctionnements, de mes automatismes sont ruinés. Et du coup, Léo, il me met face, c'est pas Léo en tant que personne, je sais pas comment le dire exactement, mais dans cette maternité-là que j'ai avec lui, je suis face à mon ignorance, en fait. D'accord. Ignorance en tant qu'être humain. Parce qu'il est très différent de toi. Parce qu'il est très différent de moi. Parce que j'ai mis un temps fou. Maintenant, ça y est. Mais il a 10 ans, tu vois. Mais j'ai mis un temps fou à comprendre les boutons sur lesquels faut appuyer, pas appuyer, et les boutons sur lesquels lui, il appuie. Et c'est génial parce que je grandis tellement avec ces 2 enfants.
je pense que c'est une expérience, oui, ce qui change ma vie, ça c'est l'évidence. Ouais. Ça a changé, ton rapport à ta vie et ton rapport à toi-même, en fait, au final. Ouais. Là, on va parler de transmission, qui est aussi un autre sujet, et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, puisque c'est le sujet principal, je crois, de ton film. Ouais. Qui va sortir bientôt. On verra. Voilà. En tout cas, on a bientôt fini. Ouais, moi aussi. En fait, est-ce qu'il y a des valeurs essentielles que t'as déterminées que tu souhaiterais transmettre à tes enfants, déjà? Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est que l'enfant, il te met face à une ignorance profonde de d'où tu viens. Et en fait, entre le verbal, de ce que tu as décidé de transmettre, et le non-verbal que tu transmets malgré toi, en bien comme en mal, mais il y a... Donc les deux se font en vérité, mais le plus puissant, c'est évidemment tout ce qui est de ta culture et de ton être, quoi. Donc oui, il y a des choses que je décide, que j'aimerais transmettre, ou que je mets en avant de manière intentionnelle dans mon éducation, sur l'accueil, sur la bienveillance, sur la liberté, sur la liberté d'être surtout. Donc on n'est pas obligé d'avoir le même avis, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses, on n'est pas obligé de... Donc en fait, c'est les structurer suffisamment pour que eux soient libres d'écrire leur propre page. Et ça, déjà, ça demande vachement de taf. Ça demande beaucoup de travail. Mais après, en fait, dans le film que je suis en train de finir, lorsque tu vas regarder quelles sont les valeurs totalement inconscientes qui se refilent de génération en génération, là, tu mets le doigt sur des choses qui sont vraiment très, très, très profondément ancrées et sur lesquelles, c'est pas que t'as pas de pouvoir, mais en tout cas, tu peux pas prétendre à la liberté si t'as pas fait cette enquête qui détermine tellement de toi, quoi. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de liberté, je pense, et puis après le respect, et puis surtout je pense que là c'est un peu moins le cas, mais jusqu'à leurs 10 ans, il y avait beaucoup la question de accueillir une altérité alors que moi-même je sais pas encore qui je suis vraiment, alors que moi-même je suis en quête. Donc comment les aider? Et puis en fait finalement c'est parce que toi-même t'es en quête que tu les aides à chercher leur propre chemin. Et là, ce sont des choses qui sont différentes parce que je trouve que c'est plus dans le social maintenant. C'est voilà, il y a des problèmes à l'école, comment je fais, il y a des choses avec des copains, des copines, qu'est-ce que t'en penses, là ça m'a blessé. Donc c'est beaucoup plus dans le social, alors qu'avant c'était plus dans voilà eux, comment ils se façonnent, comment ils grandissent, et comment ils poussent droit en fait, tout en étant curieux. Et donc c'est le mélange des deux, de structure et de liberté, qui est, je trouve, quelque chose de très 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 subtil à gérer. Ouais. Mais déjà si tu mets les mots dessus, c'est déjà une grosse partie de l'enquête qui est faite. D'accord. Ouais. Par rapport à cette transmission, est-ce que ta relation avec ta propre mère influence ta vision de la maternité? Bah, bien sûr. Ouais, c'est un gros dossier pour moi. Je t'ai dit, hein, moi j'ai fait une dépression au moment où Tam est arrivé, au moment où j'ai commencé à être maman, et où la question de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fous là, et qu'est-ce que je vais faire pour elle en tant que mère, ça a été très 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 problématique pour moi. Donc justement, en fait, je pense que quand tu fais ces explorations-là, parce que t'arrives à mettre une réalité sur des pressentiments, ou même que déjà t'arrives à formaliser des pressentiments, parce que tu sais, on pense que tout ce qui est transmission et mémoire familiale, ça se transmet par des sortes de proto-pensées. Donc c'est pas du tout de l'ordre du conscient, c'est du même ordre que de l'intuition, en fait, où on sait que t'as pas conscientisé que il y a une voiture qui arrive par la droite, mais tu mets le coup de volant qu'il faut vers la gauche, et c'est ce qui te sauve la vie. Donc on sait qu'il y a des circuits de réflexion ultra rapides, et donc quasiment insaisissables, mais qui font qu'on est vivant en tant qu'individu et en tant qu'espèce, et on pense que la mémoire familiale, ça passe par là. Donc ce sont des choses qui sont très 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 sont vraiment de l'ordre de l'imperceptible. Donc il faut aller chercher très 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 longtemps pour formaliser ces choses-là. Et donc du coup, je pense que quand tu es dans cette quête-là, ne serait-ce que de faire cette enquête, c'est comme une action psychomagique. C'est un truc très 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 puissant. Et j'ai une copine qui m'avait parlé de ça. Elle me disait les gens, quand ils évoluent, c'est comme s'ils sont
sont des poissons dans un filet. Et si eux, ils bougent dans le filet, mais en fait, tout le filet, il bouge, quoi. Et en fait, il y a d'autres poissons qui sont pas prêts à faire ça. Qui sont pas prêts à bouger avec toi. Ouais. Parce que ça va remettre en question une partie de leur construction, une partie de... Donc, en fait, ce sont des démarches qui sont, où t'es obligé de faire mourir une partie de toi et une partie de ta construction et une partie des relations telles qu'elles ont été faites jusqu'à maintenant. Mais ça veut pas dire que ça va pas renaître d'une autre manière, bien plus belle, bien plus véritable et bien plus forte. Mais ça demande ça demande de passer par des moments qui sont plus délicats. Ouais. T'as fait ce travail-là, dans ta relation. Ouais. Je pense qu'après, on dit souvent que les relations mère-fille sont parfois difficiles et je pense que je fais pas exception, mais c'est pas grave. Et en fait, je pense que la plus grosse leçon que j'ai tirée de cette enquête-là, c'est qu'en fait, l'amour a plein de formes différentes et les formes sont pas toujours douces. Mais ça reste de l'amour. Et en fait, c'est ça. Et du coup, moi, ça me nourrit aussi, moi, en tant que mère, par rapport à mes enfants, de pas être toujours d'être dans une douceur, d'être dans un accueil, de machin, mais d'être aussi sur des choses qui sont beaucoup plus, qui sont beaucoup moins confortables, en fait. Ouais, d'accepter, en fait, ces choses-là. En tant qu'étant de l'amour, quoi. Ouais, comme étant de l'amour, C'est intéressant, ça. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Non, mais c'est vrai, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que tu penses, en fait, du sentiment de culpabilité, qui est un sentiment, en fait, qui est quand même partagé par plein de femmes? Est-ce que c'est quelque chose que t'as ressenti? Oui, bien sûr, oui. Et encore peut-être même aujourd'hui, puisque même si tes enfants sont grands, c'est peut-être une autre forme de culpabilité. Non, tout le temps. Mais qu'est-ce que t'en penses, quoi? Alors, je pense que je pense que tous les sentiments sont utiles. Parce que ce sont des guides. Si t'as jamais peur, tu te mets en danger, quoi. En danger de mort. Si t'es jamais en colère, tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi vis-à-vis de toi et tu te mets aussi en danger, peut-être plus psychiquement, mais tu te mets en danger aussi. Si t'as pas de culpabilité, tu peux devenir irresponsable et donc après, évidemment, c'est comme cette noyade en verre d'eau tout à l'heure. C'est juste qu'il faut savoir manipuler, enfin pas manipuler, mais faut savoir jauger à quel moment le sentiment est utile et à quel moment il devient névrotique et devient une chose en soi de laquelle il va falloir que tu te détaches. Donc, sur la culpabilité, moi, je trouve ça logique de me sentir coupable quand je pleure toute la journée alors que j'ai une fille fabuleuse à côté de moi qui a besoin de moi, qui marche pas, qui a 2 mois et demi. Ça me semble logique, en fait. Et il y a rien de mal à ça, en fait. Par contre, il faut le juguler suffisamment bien pour que cette culpabilité ne te prenne pas une énergie folle qui fasse que t'as même plus d'énergie pour sortir de ta dépression, parce que là ça devient n'importe quoi et c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Donc je pense que c'est bien quand ce sont juste des alertes qui disent ah oui, alors là t'es là, etc. Et que tu peux aller explorer pourquoi. Et effectivement, parfois, cette culpabilité, c'est parce que sociétalement, il y a ça. C'est parce que familialement, il y a ça. C'est parce que... Mais en vérité, c'est face à toi-même. Et c'est face à toi-même et c'est toi-même qui dois gérer cette chose-là. Après, je pense que c'est un truc... Bon, moi, je suis une machine à faire bien les choses. J'ai été élevée pour bien faire les choses. Donc, quand t'arrives au stade où t'es mère, si... toute ta maternité est guidée par l'envie d'être une bonne mère, mais t'es morte. T'es morte. Parce qu'en fait, tu vas être dans un jugement permanent de tout ce que tu fais. Et le jugement, c'est vraiment ce qui empêche d'aimer vraiment, profondément. Enfin, surtout toi-même, hein. Mais je pense que avant mes enfants, j'avais pas, et encore même dernièrement, j'avais pas trop compris ce qu'était l'amour inconditionnel. Et j'ai totalement dérivé par rapport à ta question. Non, mais c'est hyper intéressant. Sur la culpabilité, mais si tu veux, le chemin, il devient infiniment plus riche quand tu te dis bon, en fait, parfois je le ressens pas. Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Ça te manque. non mais tu vois, tu te dis putain, elle fait chier, en fait. C'est pas inconditionnel, là. Ouais, je comprends. C'est sous condition. Je te donne mon amour si tu fais ça. C'est horrible. Donc oui, ta culpabilité à ce moment-là, et tu chiales et tu te dis mais je suis une mère horrible. Et puis après, une fois que tu t'es roulé par terre pendant 1 heure,
que t'as fait ta crise, bah tu te lèves et tu te dis bon bah en fait j'ai plein de choses à faire pour dépasser ça parce que c'est juste une construction qui m'empêche d'accéder. C'est toujours ce flux d'amour là, c'est toujours ce truc là. Donc en fait, j'ai plus qu'à construire un pont, c'est tout. Finalement, c'est un sentiment que tu ressens, mais qui te permet, de surpasser en fait tes étapes, vers cet amour inconditionnel. Ouais. Super intéressant. mais du coup, cette histoire d'amour inconditionnel que j'ai touchée. Et que j'avais pas, je dis pas que ça n'existait pas avant, hein. Il a toujours été là, cet amour inconditionnel. C'est juste que j'avais pas compris ce truc-là. Maintenant, tu vois, la grosse mission, c'est de me l'appliquer à moi-même. C'est ça le gros truc. Ouais. Et en fait, comme tu me poses la question, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça change tout. Ça change tout. Quand tu te dis, mais en fait, ma mission de vie, c'est de m'aimer inconditionnellement. Bah, je vais te dire, il y a plein de portes. Tout d'un coup, il faut le ciel s'ouvre tout d'un coup, tu vois. Donc et ça, sans mes enfants, moi en couple en tout cas, c'est pas quelque chose que le couple m'a appris. Enfin, après mes enfants, disons. C'est tes enfants qui t'ont permis de toucher ça, quoi. Ouais. D'accord. Pour parler d'un sujet peut-être plus terre à terre, c'était pour savoir si la maternité avait eu un impact sur ta vie professionnelle. Oui, énorme parce que moi, tu sais, je faisais du marketing, je bossais dans une grosse boîte et en fait, à un moment donné, j'ai compris. C'était il y a 20 ans, donc ça a dû changer depuis, mais à l'époque, on m'avait dit très clairement, est-ce que tu pourrais nous faire rencontrer des mecs, des mecs quoi. On cherche à recruter. J'étais ouais, plein. Et pourquoi? Et puis on m'avait dit parce qu'on cherche des managers. Et j'étais là mais tu sais la mâchoire qui se décroche et qui fracasse le sol. Je pouvais plus parler. Et j'étais moi. Ah mais non, toi tu vas avoir des enfants, c'est pas pareil. Et moi c'était alors tu vois toute mon éducation, tu vois j'ai des parents qui sont originaires du Vietnam et qui m'ont toujours élevé en disant mais t'es dans un pays formidable, hein, tu fais ce que tu veux, t'obtiens tes diplômes, hein, tu fais tes études, hein, tu pourras avoir un mari, des enfants, un boulot épanouissant, tout, tu pourras tout avoir. Et là tout d'un coup le truc qui s'est explosé et effectivement je regarde autour de moi et je me dis mais c'est vrai que en fait là, les mamans autour de moi, soit elles ont renoncé, donc en fait, elles voient pas leurs enfants. Il y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. Bien sûr. C'est leur choix. Mais moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Soit elles sont mises au placard. Et donc, je me suis dit, mais en fait, j'ai aucun avenir là-dedans. Donc, ça a vraiment scellé et tu vois, tu parlais du sentiment d'être mère. Je pense que j'avais pas d'enfant à ce moment-là, mais je savais déjà que j'étais mère, tu vois. Ouais. Et en fait, très, très rapidement, avec d'autres raisons que ça, j'ai commencé à imaginer d'autres carrières et d'autres professions pour moi. Et aujourd'hui, j'ai même pas de carrière en fait. Ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est plus un état d'être autour duquel va se coudre, se tricoter une profession ou plusieurs professions, une activité ou plusieurs activités. C'est plus ça qui m'intéresse. Et donc en fait ça c'est quelque chose que t'as fait avant d'être maman. Ouais. Donc comme si t'avais fait en fait la voie professionnelle royale pour pouvoir ensuite pouvoir concilier les deux et c'est quoi royal? Enfin royal, c'est-à-dire qui te permettrait de t'épanouir professionnellement et aussi être la maman que tu souhaitais être. Ouais. Alors après, je dois dire que c'était fait de manière très très inconsciente, tu vois. Ouais. Je savais que j'avais un truc sur la couleur, que j'étais passionnée par la couleur, j'étais douée pour ça. Donc dès que j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie. Ouais. J'avais aucune idée que ça pouvait devenir un métier. Je me disais juste, ça va le faire quoi, ça va le faire. Et je suis sûre que on va trouver, tu vois, on va trouver, et je suis sûre que ça existe peut-être pas, mais c'est pas grave, on va trouver. Et puis en fait, j'avais un mec qui me soutenait et qui a rendu ça possible aussi. Après, je me rappelle, j'ai recommencé à donner des cours de maths. Je me rappelle, j'étais en jogging toute la journée, mais j'étais hyper heureuse. Et c'est là où t'atteins le point de non-retour, en fait. Mais c'est vrai que j'avais préparé ma vie pour accueillir des enfants et travailler. T'as un travail, t'as des enfants, est-ce que tu parviens à trouver du temps pour toi? Ouais. Alors, temps pour moi, c'est multiple, hein. Moi, par exemple, je suis plus du tout dans faire un bain, me pouponner, c'est plus du tout mon truc.
je sais pas si le blog c'est un temps pour moi par exemple. J'y dédie beaucoup de mon temps et de mon énergie, de mon amour, et en fait la première règle c'est que ce soit toujours pour moi. Donc j'ai jamais fait un post parce qu'on me le demandait par exemple. Et tu vois quand je l'ai lancé il y a 7 ans, c'était un blog beauté, je faisais des tutoriels et on m'en demandait tout le temps des tutoriels. Donc je sais très bien que tu vois, j'aurais pu et en fait, je sentais que c'était pas ça que je voulais faire ou que c'était très bien quand je le faisais mais au moment où j'ai plus eu envie de le faire, je l'ai plus fait. Et donc du coup, si on se dit que le blog c'est quand même ça reste quelque chose qui m'épanouit, tu vois, il y a pas de rentrée d'argent, si tu veux les questions de est-ce que c'est un métier, est-ce que c'est pas un métier, est-ce que c'est professionnel, est-ce que ça l'est pas, est-ce que c'est du travail, est-ce que ça l'est pas, etc. Je me pose pas trop la question. Tout ce que je fais doit me plaire et doit me nourrir personnellement. Par exemple, si j'ai beaucoup de travail, je n'annule jamais un rendez-vous avec des amis ou jamais. Après, moi, j'ai plutôt l'addiction inverse d'avoir trop d'activités pour moi. C'est génial. Enfin, tu vois, quand je bosse avec un client, souvent les clients ils me disent ah mais c'est génial quand on bosse avec toi, c'est tellement relax, c'est tellement. Je leur dis mais c'est la condition sine qua non. Si y a pas une bonne ambiance ou que c'est crispé, et je leur dis je suis une super grosse bosseuse, hein. Y a pas de problème, je bosse hyper intensément et avec beaucoup de motivation. Donc c'est pas une question de pas le faire sérieusement. Par contre, si vous me pressurisez, si vous obtiendrez rien de moi parce que je travaille pas comme ça, c'est pas le format quoi. Je suis pas comme ça. Ouais. Et donc pour finir cette discussion passionnante, c'est gentil. je me demandais si tu avais des inspirations à partager avec nous qui t'ont guidé un peu dans ta vie de maman, dans ta maternité. Je sais pas, ça peut être des livres, des personnes. Ouais, alors je pense profondément que le meilleur cadeau que tu puisses faire à ton môme, c'est d'être la personne que tu as envie d'être. Et j'avais lu deux trucs dans le même bouquin d'ailleurs, qui a rien à voir, qui est un bouquin sur la vulnérabilité, et ça n'a pas rien à voir en vérité, et de Brené Brown. Et elle, en fait, elle décrit la vulnérabilité pas comme une fragilité, mais comme la possibilité d'oser montrer qui tu es au milieu d'une arène dont tu ne connais pas la réponse à l'avance. Et en fait, ça a beaucoup changé ma manière d'être avec mes enfants, pouvoir leur montrer non pas une maman, mais un être plus complet. Elle dit aussi, que la meilleure des éducations, c'est d'être la personne, d'être l'adulte que t'aimerais que ton enfant devienne. Cette idée aussi de devenir adulte, je trouve ça assez merveilleux. Et j'étais pas du tout adulte avant d'avoir des enfants, alors pas du tout. Et puis, je pense que cette question de vulnérabilité, c'est aussi un bon apprentissage pour les enfants parce que c'est quelque chose qui leur fait dire, n'attends pas d'être validé, n'attends pas qu'on te dise oui. Prends ta chance. Ça veut pas dire arrache le truc. Ça veut pas dire mort, pousse les autres. Ça veut dire juste sois quelqu'un comme tu as envie d'être et essaye. Tu vois, on parlait par exemple de conflits ou de choses comme ça. Ça les aide énormément. De se dire, je tente. Et peut-être que je l'aurai pas. Peut-être que la personne va pas être d'accord. Peut-être que, mais allez, je tente quand même. Et on verra. Ouais. Donc voilà, et oui, et il y a une chose aussi que je trouve très très jolie, qui est très simple, mais qui est dans ce bouquin. Je pense qu'elle l'a entendu de Toni Morrison, je pense, qui disait en fait la seule chose qu'il faille faire quand ton enfant il rentre de l'école, c'est pas alors quelle note t'as eu, quels sont les devoirs, à quelle heure tu recommences demain, c'est juste de sourire parce qu'ils sont là, quoi. Et en fait, ça change beaucoup de choses parce que quand on travaille, qu'on rentre à la maison, qu'on a ça aussi, on en a pas parlé, mais comme justement, moi, j'ai des journées qui sont très centrées sur moi. Quand je rentre à la maison, il est plus question de ça, en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à l'accepter, que je suis responsable de mes enfants et je dois contenir mes enfants. Quand ils sont petits, il faut les contenir, en fait. Ça veut pas dire les brimer, enfin, là, t'as vu ma fille, tu vois, ils sont pas, mais c'est juste que dans leurs émotions, il faut savoir les contenir. Et ça veut dire qu'en fait, il y a un moment donné, entre ta journée de boulot, t'as rencontré plein de gens hyper intéressants, t'as créé, t'as fait que des choses qui t'ont enthousiasmé. Enfin, bon, à part 2 heures de compta par-ci, par-là, et c'est pas grave. Si tu veux,
tout d'un coup tu dois rentrer, t'es quand même fatigué, mais t'as ce sas parce que tu vas devoir t'occuper de tes enfants, faire à manger, préparer les devoirs, préparer les vêtements pour le lendemain, et tu dois être dédié. Moi en tout cas, quand je suis pas comme ça se passe très très mal. Donc en fait, tu dois prendre sur toi. Et en fait, parfois, je trouve ça vachement dur. Mais j'ai pas trouvé d'autre manière de le faire que de me prendre ce sas pour être vraiment heureuse de les revoir et vraiment heureuse de remplir mon rôle de mère. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Bah de rien. Merci à toi. C'était une très belle discussion et puis à bientôt. Bah merci. À bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.